notre guide, il n'est pas en quelque sorte imposé pour le moment. Hein. Il est fort recommandé, mais il n'est pas pour le moment imposé. Dans le guide, il y a recto. Il ne parle pas de recto verso. Bon, cet aspect, on peut le discuter. Pour le moment, Manetta, tu peux voir ça avec ton directeur de mémoire, pour le moment. Mais, qui m'en pas les règles académiques, généralement, c'est des rapports en recto. C'est des règles, pas les aller parce que, pour plusieurs raisons, peut-être, pour donner. C'est pas un livre, c'est un manuscrit donné pour être évalué d'abord. Et cette évaluation peut-être on s'en sert même des feuilles blanches. Bon, ça, certainement, ses avantages. Mais en tout cas, dans la réglementation académique, on n'utilise pas le recto verso. Par contre, je parle du manuscrit donné aux membres du jury. Après, il y a des textes, j'ai lu des textes qui se sont republiés. L'auteur passe par une deuxième édition après le jury. Mais le manuscrit donné au jury, il est donné en recto. Bas de jury, tu as le livre entier, tu peux faire ton livre. Bien, donc uniquement format A4, vertical. On va dire pourquoi c'est pas paysage aussi vertical, uniquement en recto. La reliure à chaud, elle est obligatoire, sauf pour les versions 0. Les documents graphiques et ou topographiques peuvent être imprimés en A3 ou A2 au besoin. Et donc, c'est permis de mettre, et même recommandé, hein, de mettre, d'insérer, d'inscrire les planches en format A3 ou même A2 au besoin et les plier comme ça. On peut les inscrire, on peut les intégrer. Ensuite, le rapport d'un point de vue volume ne doit pas dépasser les 80 pages. Bon, si c'est 82, 85, c'est pas très grave. Mais bon, c'est la règle pour le moment, pour dire que c'est un rapport moyen. D'accord, compris les annexes, la bibliographie et les illustrations. Tout le volume, on parle du volume. La pagination doit être continue dès la première page. Dès la page de couverture, c'est la page numéro 1. La page numéro 1. Ensuite, mais elle n'est pas numérotée, bien sûr. Et la numérotation, elle est continue. On va voir plus en détail la pagination après. Les pages de garde et de titre sont comptées, mais non numérotées. Et contrairement à ce qu'on pense, généralement, on appelle ça une page de garde. C'est une page de couverture. La page de garde, c'est celle-là. Elle garde le rapport. D'accord? La page de garde, c'est une feuille blanche, en fait. Allez, à son robe. Pour la bibliothèque, on inscrit tabac interne, d'accord? Le tampon. Pour le membre du jury, il peut inscrire ses notes. Et même dans les livres, on trouve cette page de garde. Des fois, de dédicace, on peut s'en servir. C'est une feuille blanche. Elle garde le tout. Alors, utilisez seulement des polices lisibles. J'ai donné des exemples, Time 12, Arial 11, mais surtout pas des polices recherchées, parce que, dis-moi, l'objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est de communiquer. C'est d'être le plus possible lisible, facile à lire, agréable à lire, et dans le but de communiquer le fond. Finalement, toute cette forme, elle va être au service du contenu. D'accord? Donc, le contenu prime, ça ne sert à rien d'utiliser des polices qui sont recherchées pour rien, en état pour rien. Et aussi, j'ai vu même
des rapports écrits en majuscules, et c'est très gênant. Donc, il faut écrire normalement les majuscules simplement pour les débuts de phrases. Interligne pour le corps de texte 1,5, mais je vais vous donner un template. Un template qui va justement faire des interlignes entre les paragraphes, les interlignes, on a les espaces entre les paragraphes. Et donc, le paragraphe, il forme une idée. Donc, et des fois, il y a des gens qui par exemple, ont la tendance de passer d'un paragraphe à un autre. Mouche paragraphe, on a 2 lignes, là. Voilà, 1 ligne et demie, il passe et il y a ce 2 lignes. Mais c'est très gênant aussi, et ça ne donne pas une cohérence même pour le lecteur. Le lecteur, ça il y a le paragraphe ou des fois, hein. Il peut lire un paragraphe rapidement, pour la lecture d'un autre paragraphe dans les détails. Il cherche quoi, comment il dit, dans quelles conditions. Et donc, il faut que chaque paragraphe doit doit comporter une idée. D'accord? Si on saute d'un paragraphe, c'est qu'on va expliquer une autre idée. Et donc, les interlignes sont importantes dans ce sens pour séparer les idées, finalement, et les informations. Donc, les marges du haut. Donc, simplement, je vous donne, mais le template va résumer tout ça. Hein. La marge, des fois, par exemple, il y a certains qui ne donnent pas suffisamment de marge ici, et du moment où c'est une reliure à chaud, la reliure elle gêne l'écriture, donc la marge, il faut que ça soit côté reliure à 4 cm minimum, et partout 2,5. À l'imprimeur va couper, hein, un travail de finition après, donc on va tenir compte de tout ça dans ces marges-là. 2,5 cm partout, sauf la marge à gauche de 4 cm. La justification est obligatoire. C'est un effet esthétique. La justification, c'est le fait d'avoir un texte comme ça, aligné, justifié à droite. Hein? Donc une seule droite, bien sûr fewer, et ça c'est parmi les règles. Les caractères gras sont utilisés pour les titres et les sous-titres. Et jamais, éviter les titres soulignés, ça ne sert à rien. Vous êtes architecte, donc vous avez très bien compris la hiérarchisation des titres à travers vos travaux des plans, des graphiques. Donc la hiérarchie des titres permet justement de détecter des moments forts dans le rapport. Donc détecter les grands titres, la forme sur une idée globale d'une section. Ensuite, il y a des sous-titres et chaque sous-titre va se décomposer encore en sous-titres. Et ça ne sert à rien d'utiliser des couleurs et d'utiliser des soulignements. On ne souligne pas les titres. On utilise les caractères qu'il faut. Bon, la couleur, de préférence. Hein. Dans les documents académiques, tu t'inquiètes, je vois le style de ton rapport. Mais là, bien sûr, si tu envisages de faire un livre, c'est le livre avec les fantasmes graphiques. Donc, je vois un peu ton style. On peut le discuter dans un deuxième temps, si vous voulez. Mais moi, je parle de la règle APA et des règles académiques. Donc, dans ce genre de livre, on est très sobre. On utilise le noir, mais par contre, c'est des titres parlants. C'est des titres hiérarchisés. Un grand titre, il est en gras noir, il est
on le voit très bien, le sous-titre est ou un petit recul, et on voit, on apprécie les poids aussi et l'importance des titres. Utilisez l'italique pour les citations courtes ou les mots à mettre en relief. Alors, par contre, voilà, il y a une manière de mettre en relief des informations. Le cas des citations courtes, parce que ça ne nous appartient pas, donc toute citation en lettre, elle est prise d'un auteur, donc elle est mise entre guillemets dans le cas des citations courtes. On va voir si elle est longue, notre manière. Et les mots à mettre en relief, c'est-à-dire des mots qui sont en arabe. Ma langue, ma lettre du rapport, c'est en français. Si j'utilise l'arabe ou l'anglais ou une autre langue, le chinois par exemple, j'utilise l'italique. D'accord? Et les mots à mettre en relief, par exemple, un mot, je ne sais pas, un prénom, que je veux qu'il sorte ma lettre du texte. Donc, c'est une manière, et là, j'évite le gras. On est le gras pour les titres, et simplement pour les titres en général. Et l'italique, ma lettre pour mettre comme ça quelques mots. Alors, les espacements en retrait, ne jamais commencer un paragraphe à la dernière ligne en bas d'une page, bien sûr. Et comme il y a une règle automatique qui nous évite ça, heureusement. Espacement à respecter après la ponctuation. Là, c'est des règles générales que Word résout. Mais du moment où il y a des options à activer. Donc, à l'espace après les virgules, on laisse un espace juste après une virgule. Ça, c'est un espace, c'est obligatoire. Un espace avant et après les deux points. Les deux points, il y a un espace avant, un espace après. Pour point virgule aussi, espace avant, espace après. Pour les guillemets aussi. Espace, guillemets, un petit espace, ensuite la citation, espace, guillemets, espace, etc. La pagination est indiquée en haut de la page, à droite. Bon, mais c'est pour la PA, mais vous pouvez mettre en bas de page, pas de problème, au centre. Les pages liminaires sont numérotées en chiffres romains. On va voir ce que sont les pages liminaires. Les autres pages sont numérotées en chiffres arabes. Et la première page est celle de la couverture, mais sa pagination est invisible. Donc la page de couverture, elle est comprise dans la numérotation, mais elle n'est pas... elle est invisible. Alors, la page de couverture, elle va être cartonnée, évidemment, bien entendu, et faire figurer les éléments suivants. Donc là, je me conforme au guide, et c'est ce qu'on fait généralement dans le monde entier. On met le nom de l'université, mais on peut rajouter aussi, pour notre cas, le ministère aussi de l'enseignement supérieur. Là, il faut se conformer à l'intitulé du ministère, parce que sur les rapports, chacun personnalise même la nomination du ministère, des fois. Hein. Il faut se conformer à l'appellation aussi actuelle, parce que même le ministère, des fois, change de nom. Université de Carthage, École nationale d'architecture et d'urbanisme, mémoire d'architecture et non pas projet de fin d'études, ni mémoire de fin d'études. C'est un mémoire d'architecture. Ce n'est pas un projet de fin d'études. Un projet de fin d'études a un de ses caractéristiques, un autre environnement. Parabule de langage, peut-être on dit PSE, parabule de langage. Mais nous, ce qui est entre ce qu'on prépare, c'est un mémoire et non pas une mémoire, un mémoire d'architecture. Alors, le titre du mémoire, donc mémoire d'architecture, le titre domaine oléicole asphalte entre tradition et modernité. Alors, dans le titre, on peut avoir un titre global et un sous-titre, une sèche.
c'est possible. Ou bien un seul titre. On ne met pas de points. Dans le cas où on a un titre et un sous-titre, on met le titre avec un caractère plus important, avec une police, une grande police, ensuite le sous-titre en plus petit. Ensuite, soutenu par nom de l'étudiant. Et là, je donne l'exemple, parce qu'on trouve de toutes les couleurs. Alors que ce qu'on doit mettre, c'est le prénom avant. Par exemple, c'est Carmos. Carmos, c'est son nom. Alia Bekaïd. Alia en minuscule et le nom de famille en majuscule. D'accord? Et non le contraire. On respecte. Le directeur, éventuellement, co-directeur de mémoire. Et non pas rapporteur. Qu'est-ce qu'il y a comme rapporteur? Non, consultant. Consultant, ça je crois que je remercie ça, mais des fois, pour l'encadreur, c'est possible d'avoir deux directeurs. Le premier responsable, même si les deux travaillent kiff-kiff, mais il y a le premier responsable, c'est qui? Et le deuxième, c'est qui? Si on a, le co-directeur. Et puis la date pour mentionner le mois et l'année. Février 2015 ou juin 2015. Voici un exemple. Bon, je vais vous donner un template, page de garde, mais sans graphisme. Hein. Donc simplement pour avoir. Bon, je l'ai confectionné, je l'ai produite sur Photoshop, mais ça sera mieux si c'est sur InDesign, parce que les imprimeurs généralement utilisent InDesign. Bon, je vais le faire prochainement. Comme ça, c'est la maquette un peu de la couverture. Donc la couverture, là c'est la page A4, et c'est à vous de préférence, vous respectez l'ordre. Ces éléments sont donnés dans un certain ordre. Donc, mais comme vous voyez, chaque étudiant peut personnaliser. Hein? Donc avec, bien sûr, le fond peut donner, le fond il est très important. Donc ce traitement graphique, il donne un avant-goût au reste du travail, il donne un certain... une présentation préliminaire pour le reste du travail. Mais par contre, essayez de respecter l'ordre des éléments, la hiérarchie. Hein. Mettre par exemple mémoire d'architecture avant le titre et non pas le contraire. La date à la fin et non pas au début, etc. Et bon, mais ils n'ont pas pris en compte. Là, pour être conforme, mais c'est pour avoir un manuscrit bien fait, il vaut mieux mettre dans l'épaisseur les éléments nécessaires. Donc, c'est facultatif. Et le résumé, si vous voulez, mettre comme le montre le modèle. Donc, le résumé avec quelques mots-clés qui concernent votre travail. Alors, donc, les pages liminaires sont les pages qui précèdent l'introduction générale. D'accord? On va les voir. Les pages liminaires se trouvent au début de la mémoire d'architecture, juste avant l'introduction générale. Selon les besoins du travail, elles peuvent comprendre la page de garde, la page de titre, les dédicaces sont facultatives, les remerciements, fort recommandés, le résumé, sommaire ou table des matières, la liste des acronymes qui est facultative, l'épigraphe facultative. Les pages liminaires sont numérotées en chiffres romains minuscules. D'accord? Chiffres romains minuscules. Le modèle l'appelle. Ne vous inquiétez pas. La page de garde, c'est une page blanche située juste après la couverture. Et la page de titre reprend les mêmes renseignements que ceux de la couverture. On les a vus. Donc le ministère, etc., jusqu'à la date.
Et là, c'est la page de titre. Donc la page de titre, c'est une page blanche, c'est la page de gare et la page de titre. Il y a certains qui oublient cette page, je ne sais pas pourquoi, mais elle est importante. Ensuite, les dédicaces, c'est une façon de rendre hommage à quelqu'un et lui offrant symboliquement le fruit de son travail. À ma mère, à mes parents. On peut mettre des personnes qui nous semblent proches, bon, c'est facultatif, mais la phrase de dédicace, minimum personnel et généralement chargée d'émotion, exprime la gratitude de l'auteur vis-à-vis d'un proche, un parent, un ami, d'un individu. C'est une feuille ou une page assez personnelle, et même dédiée pour un professeur ou spécialiste ou une personne faisant l'objet d'une admiration particulière. Elle n'est pas obligatoire. Certains se contentent à mettre un mot, à ma mère, à mes parents. Hein? Les remerciements sont importants. Pourquoi? Et généralement, et personnellement, je lis les remerciements parce que, pourquoi? Parce que dans les remerciements, il y a des informations en plus. À part la page de garde qui nous informe de la direction de la personne qui a dirigé le travail ou bien du co-directeur, la page de remerciement, elle va nous renseigner sur les consultants, justement. Donc les consultants, on les met dans les remerciements. Donc c'est un court texte de reconnaissance adressé aux personnes, aux organismes, aux établissements. Donc ça nous permet de voir si l'étudiant il est sérieux, est-ce qu'il a consulté un certain nombre d'organismes qui sont en rapport. Donc déjà, elle nous informe un peu sur la démarche et sur son degré de sérieux. Donc il ne faut pas négliger cette page qui vous semble peut-être remerciement. Donc toutes les personnes qui ont aidé ce travail, tous les organismes qui ont fait, il faut les mettre. Et donc, les organismes ou établissements qui, par leur conseil, leurs prêts de matériel, documentation, ont permis ou facilité la réalisation du travail. Donc, je vous donne ici quelques formulations. Les remerciements se font à la première personne, je. Par contre, le reste du rapport, généralement, on utilise le nous. Et il faut, ou le je. Si vous voulez, soit vous choisissez soit je, soit nous, mais évitez le en. L'impersonnel, c'est à éviter. Mais du moment où, pour le reste du rapport, je parle, les remerciements, c'est je. Hein. Le reste du rapport, si vous choisissez le nous, il faut respecter ce choix. Si vous choisissez le je, vous respectez ce choix pour tout le rapport. Donc, je tiens à remercier, je voudrais remercier en premier lieu, tout d'abord, tous mes remerciements vont à, toute ma reconnaissance va à, je dois beaucoup à telle personne, un remerciement spécial à, merci également à. Donc, c'est des formulations générales. L'ordre des remerciements est d'abord hiérarchique, ensuite affectif. C'est-à-dire, si on va remercier des gens de la même catégorie, d'accord? Alors, de la même catégorie, on respecte l'ordre alphabétique. Si de la même catégorie, je prends la catégorie, une hiérarchie, par exemple, un professeur, un agent administratif, je ne sais pas, il faut respecter cette hiérarchie, soit par rang, ou bien par, si toutes les personnes sont égales, d'un point de vue statut, si vous voulez, vous respectez l'ordre alphabétique, tout simplement. Donc, seront remerciés d'abord le directeur de mémoire et des consultants. Seront remerciés ensuite la famille. Vous ne pouvez pas commencer par la famille, les amis, ensuite vous remerciez votre directeur. Donc c'est ça, c'est dans cet esprit-là. Et les personnes qui, à un titre ou à un autre, ont facilité le travail ou donné l'accès à des documents, bibliothécaires, archivistes.
Il convient toujours de remercier ceux qui ont apporté des informations essentielles pour le document en dispensant temps et conseils à l'autre. Alors, le résumé, c'est un petit texte de 2 paragraphes, à peu près une page, accompagné de 5 ou 6 mots-clés pour situer votre travail et c'est facultatif. Alors, le sommaire. Le sommaire, c'est une pièce très importante dans un rapport. Et là, je fais la distinction entre sommaire et table de matière. Il y a une petite distinction. Alors, dans tous les cas, le sommaire doit nous renseigner sur la structuration générale du rapport. Et si vous avez... donc le sommaire sert à lister les parties, chapitres, sous-parties importantes. Donc, ce qui est important. Donc là, on peut se contenter au titre des parties, des chapitres et le premier niveau de titre. Les autres niveaux, on ne les met pas. Et dans le cas où notre sommaire, ou la table de matière, on peut passer à d'autres niveaux. Vous voyez, on a une partie, chapitre, le premier niveau des titres, on parle du second niveau des titres. Là, on est dans le cas d'une table de matière. Donc, si la table de matière ne dépasse pas généralement 2 pages, si elle ne dépasse pas 2 pages avec les 2 niveaux, elle est détaillée, on peut mettre cette table en premier, au début du manuscrit. Si la table de matière elle dépasse les 2 pages, elle s'étale des fois sur 4 pages, voire un sommaire, on se limite au titre important, partie, chapitre, premier niveau, akara, on met sur le premier niveau, et généralement un sommaire ne doit pas dépasser 2 pages et demie maximum, et on peut mettre la table de matière en fin du manuscrit. On cherche la rapidité, l'efficacité, la clarté. Pour quelqu'un qui va commencer la lecture, il n'a pas besoin de voir tout en détail. Donc un sommaire, elle a une table de matière, si elle n'est pas très longue. Donc dans les 2 cas, il ne faut pas que ça soit au-delà de 2 pages et demie. Alors l'indication des numéros de page est obligatoire. Les titres sont présentés selon l'ordre d'apparition dans le travail et doivent être libellés de façon identique à ce qui se trouve dans le travail écrit. Et c'est évident. Et du moment si vous utilisez le sommaire automatique, c'est évident. La numérotation continue des titres et sous-titres. Ça, c'est très recommandé. La numérotation continue. C'est-à-dire, si j'ai le chapitre 1, le premier sous-titre 1.1, 1.2, le deuxième niveau 1.1, 1, on rajoute un 1, et ensuite le deuxième chapitre c'est le 2. Et donc son premier niveau c'est 2.1. D'accord? Je commence, je mentionne une numérotation continue et je peux vous donner après l'exemple. Donc, de sorte que il n'y a pas de titre, 2 titres avec le même numéro. Voilà, c'est continu. 1, hiérarchique, 2, 2, 1, 3, 3, 1, 1, 1, 3, la conclusion générale. Comme ça, c'est pour le confort du lecteur. Il peut très bien viser, envisager n'importe quel chapitre, il se situe rapidement, il a son sommaire, 3, et il sait que ces 3, il est au milieu, il sait qu'il a déjà lu une première partie introductive, etc. Et donc, il ne se perd pas. Et ça permet de donner une meilleure structuration au travail. Alors, la liste des acronymes, c'est simple, elle est facultative, mais simplement, si vous voulez utiliser des abréviations, alors l'abréviation, on met une fois le détail de l'abréviation. Par exemple, si on mentionne plan d'aménagement urbain, on le mentionne une fois, la première fois, après on met PAU.
Mais la première fois, il faut que ça soit j'ai utilisé le plan d'aménagement urbain, parenthèse PAU de telle ville. Et dans la liste des acronymes, on met PAU, plan d'aménagement urbain. Comme ça, comme une légende. Et مثلا STEG, STEG, les organismes, les abréviations. Bon. L'épigraphe ou une citation, ça aussi c'est facultatif. C'est une courte citation que l'auteur place en tête de son manuscrit pour donner un avant-goût de ses idées et de son style. On peut choisir cette citation. On trouve parfois une épigraphe en début de chapitre ou de section. C'est facultatif, vous pouvez voir ça dans les livres ou certains rapports. Voilà. Les sources bibliographiques. Donc, ici, j'ai un peu la structure, les éléments à remettre dans un rapport de mémoire d'architecture. Donc, les pages liminaires sont les pages qui précèdent l'introduction générale et qui maintenant sont numérotées avec des chiffres romains. Ensuite, introduction générale, ça va être la page à peu près 8, hein, voilà 7 par exemple, le cas de ce rapport. Et après, on a le corps du travail qui est inséré entre une introduction générale et une conclusion générale. Et partout, on a des sources. Des sources. Et vous êtes appelés à traiter ces sources. Vous êtes là. La contribution de la personne, de l'étudiant, c'est de chercher des sources et mettre en rapport des sources, et c'est ça votre contribution. Et donc, essayez d'être fidèle à ces sources-là. Alors, une source, selon APA, s'écrit directement, elle est inscrite dans les paragraphes. Et ça, c'est une manière pour aussi mettre le lecteur dans une situation confortable. Parce qu'il y a d'autres styles, d'autres normes qui inscrivent les sources en bas de page, en note de bas de page, ou bien en fin du rapport, voilà, en fin de chapitre. Et ça, c'est pas très pratique. Donc cette norme, elle a trouvé plus pertinent d'inscrire directement et parallèlement et, dans le corps de texte, mais inscrire l'essentiel, c'est-à-dire parenthèse, auteur, le nom de l'auteur, le nom et non pas le prénom, en minuscule, majuscule, comme Alain par exemple, hein, Dubois-Maury, ça c'est deux noms, c'est une femme. Et puis, virgule 1996, c'est dans le cas quand on résume une idée. Voilà, là, c'est pas une citation, c'est-à-dire cette idée, on l'a récoltée à partir de tel livre écrit par telle dame, écrit en 1996. Bonjour. Et si on a envie de voir plus de détails, oui, bien sûr. Si on a envie de détailler cette information, on va consulter les références bibliographiques pour voir plus en détail cette référence. Donc, bien sûr, on va retrouver le nom en premier, la première lettre du prénom, entre parenthèses la date, etc. On va voir toutes les informations classées par catégorie de sources bibliographiques. Madame, à propos la bibliographie, est-ce qu'on met un article qu'on a résumé, ou bien après faire le résumé, on met entre parenthèses le titre, etc. et après on met la bibliographie? Parce que parfois ils demandent de mettre tout l'article qu'on a écrit. La citation. La citation. Il y a deux manières de faire. On met la source qu'on a. Alors, pour la norme APA, on met directement la source
dans le corps de texte. On fait le résumé et on met... Alors, non, ça dépend. Dans le cas où on a une idée, c'est-à-dire on a lu un livre et on a résumé l'idée de Madame Dubois-Maury, qui a écrit son livre en 87. Donc là, c'est un résumé, c'est-à-dire on a repris l'idée. Et on a repris toute la structure de la phrase, la syntaxe, et à notre manière, on a communiqué l'idée de Madame. D'accord? Ensuite, dans la continuité du paragraphe, il y a une autre idée qu'on pourrait, si on a envie de voir plus de détails sur cet aspect qui concerne l'espace social et l'espace morphologique, on peut consulter tel livre. Alain, et là, l'intitulé du livre, Morphologie urbaine. Tout le livre parle de ce mot-là. D'accord? Et donc, sans mettre entre parenthèses, entre guillemets, d'où on a... Là, c'est l'idée. C'est dans le cas où tu résumes les idées des autres. Dans le cas d'une citation, si le nom et ou l'année ont une fonction syntaxique dans la phrase, ils sont insérés sans parenthèse. Bon, mais c'est encore comment on utilise ça. L'utilisation de l'auteur date. Donc l'usage du temps d'enseignement officiel varie en fonction des classes, de même degré scolaire. CRAE 1997. Donc cet auteur-là parle de cette idée-là. Donc je mets à la fin de la phrase, entre parenthèses, auteur, date. Mais dans le cas où cet auteur s'intègre dans la syntaxe de la phrase, dans sa revue d'études, l'auteur, CRAE, entre parenthèses 1997, j'ai utilisé l'auteur dans la syntaxe de la phrase. فهمت؟ على خاطر les parenthèses on les lit pas. فهمتوا؟ le détail. Les parenthèses on les lit pas. Les parenthèses ne s'intègrent pas dans la structure de la phrase. Si on a envie de mentionner le nom de l'auteur, on fait sortir le nom de la parenthèse, le nom, et on rajoute la parenthèse, le reste de l'information liée à simplement la date. Donc c'est très, c'est une manière un peu minimaliste. On met simplement l'auteur, la date. Et si on a envie de l'auteur, mais le reste des informations, on les détaille dans les références bibliographiques à la fin du manuscrit. Et les notes de bas de page, quand est-ce qu'on les utilise? Les notes de bas de page, c'est pas pour les références, les sources. C'est pour d'autres aspects. C'est pour... c'est la norme APA. Hein. La norme APA, c'est ça. Donc, les notes de bas de page, c'est pour expliquer, c'est pour... il y a 3 ou 4 aspects. Ou elle a pour donner un exemple, pour alléger le contenu du texte. D'accord? On peut donner des exemples, on peut renvoyer à d'autres sources, voilà, donner une citation. Tout ce qu'on a envie de dire, mais qui n'est pas essentiel. On le met dans les notes de bas de page. Troisième manière de faire, en 1997, l'auteur confirme à nouveau. Voilà, donc là, on peut utiliser, et à la fin de la phrase, on peut mettre la date. C'est possible aussi. Alors, citation directe dans le texte courant. Les citations directes, généralement, ne doivent pas dépasser 40 mots. Et sur Word, il y a une façon de calculer. On sélectionne la citation et on peut évaluer si la citation, visuellement, ça se voit que si la citation elle est courte, on peut l'intégrer dans le paragraphe, on met des guillemets. Avec, à la fin des guillemets, on met auteur, date. Par contre, pour la citation, on rajoute encore la page. Page 40, page 63. D'accord? Et dans le cas des citations longues, pas de préférence, selon la norme APA, on les fait sortir du corps du texte. Par exemple, ici, sur ce point, nous partageons l'idée de Boudin, 2 points. Et on met carrément un sous de ligne
Et on met la citation avec un recul, avec un espace ici, et comme ça la citation sort du corps du texte, parce que c'est une citation longue. Longue, 40 ou plus, 40 mots ou plus. Alors, je vais Madame Khalou, espace avant et espace après. De toute façon, dans mon modèle, je vais vous donner un template qui tient compte de tout ça. Donc il suffit de mettre la citation sur, disons, le calque, comme vous utilisez, comme AutoCAD. Donc citation, il y a peut-être de l'espace avant, l'espace après, vous avez le recul, vous avez la citation en plein. Mais l'idée c'est de sortir la citation par rapport du travail personnel. Donc, le nom de l'auteur ainsi que l'année peuvent être indiqués avant ou après la citation. Par contre, le numéro de page est toujours indiqué en parenthèse après la citation. Bon, c'est des détails. Dis-moi, la date, les pages à la fin de la citation. Par contre, on peut mettre le nom, j'aurais dû, par exemple ici, sur ce point, nous partageons l'idée du boudin, j'aurais dû mettre 1994. C'est un choix, je peux le mettre. Comme je peux mettre toute la citation à la fin. Boudin et virgule 1980. Parce que Boudin n'est pas seul, parce qu'il est avec d'autres. Donc, et il y a d'autres aspects à prendre en compte. Si l'auteur il est associé avec d'autres, il faut mettre la mention EOL, je crois. Alors certains auteurs rappellent que, voilà, mais dans le cas de la citation directe à travers une source secondaire, l'auteur, j'ai pris un livre, et le livre, il a pris une autre citation d'un autre auteur, donc il y a deux auteurs. Il faut respecter certains auteurs rappellent que la citation, ensuite l'auteur, et dans ce cas il y a deux auteurs, virgule, la date, citée par le deuxième auteur, virgule, page. Donc pour les citations, il faut mettre la page. Donc du moment où on écrit entre guillemets, n'oubliez pas, et ça il faut que ça soit systématique. Alors, si vous prenez des citations systématiques, parce que si vous laissez ça à la dernière minute, vous ne pouvez pas vous en sortir, vous allez oublier les pages, les livres, etc. Par exemple, parfois on n'a pas de page directement sur Internet. Oui, des citations. Le cas d'Internet, on va voir cet aspect. Je parle généralement des livres, des revues, des articles, tout ce qui est papier. Mais pour les supports web, il y a une autre manière. Justement, toute la réforme, disons, de la norme APA, c'est pour tenir compte des aspects nets, pour les sources sur le net. Alors, selon certains auteurs, les auteurs, donc il y en a deux ici, des raisons en tant pragmatiques que scientifiques déterminées, etc. Donc, j'ai donné un texte avec deux auteurs. Et voilà, quelques exemples. Dans le cas où on a un texte avec plusieurs auteurs, on met le nom et al, point, la même règle, sauf qu'avec et al, la mention et all. Remarque, dans la liste de référence, tous les noms d'auteurs sont précisés. Donc, comme ça, on allège pour le corps de texte. Par contre, toutes les précisions sont mentionnées dans la liste des références. Alors, la liste des références bibliographiques, il y a des principes de base, doit contenir toutes les références citées dans le texte et seulement celles-ci. Enfin, il y a des fois pour la bibliographie générale, mais c'est à éviter. Donc, la bibliographie, la liste doit tenir compte simplement des références utilisées dans le manuscrit. Ordre d'insertion, les références sont listées par ordre alphabétique des noms d'auteurs. Donc, on respecte l'ordre alphabétique et on peut éventuellement,
si on a beaucoup de sources, on peut les classer par thème. Les livres ensemble, les articles, les sites web, donc par catégorie. Alors, des formes générales, bon, là je donne des exemples. Pour le cas du livre, bon, je donne les plus utilisés hein, et qui vont vous servir. Bon, généralement, pour le livre, on commence par auteur, virgule, initial hein, du prénom, et auteur dans le cas où on a un deuxième auteur, sinon on passe directement parenthèse année, point, titre du livre, lieu, 2 points, maison d'édition, et ça donne ça. Ensuite, dans le cas du chapitre, il faut mentionner d'autres éléments, et dans le cas d'un article d'une revue, auteur initial, année, titre de l'article, titre de la revue. Ici, on va mentionner le volume, le nombre et les pages. Et là, je vais passer à Word. On a une façon d'intégrer tout ça dans une base de données. Et donc, c'est pas la peine de vous casser trop la tête, par quoi je vais commencer. Il suffit de remplir des fiches et automatiquement en parallèle. Et ça va vous éviter beaucoup de travail inutile. Donc, template. Bien sûr, il faut les remplir au fur et à mesure. Donc, pour mon template, les références, gérer les sources. Vous voyez là, gérer les sources. Donc là, j'ai, pour moi personnellement, dans ma base, j'ai mes sources propres à moi. Donc, stockées dans ma base, qui ne sont pas forcément utilisées dans le document courant. D'accord? Donc, elle a dit base chez moi, sur mon poste. Par contre, si je veux intégrer un nouveau document, par exemple ce mémoire d'architecture, je vais mettre nouveau. Alors, je vais utiliser la catégorie. Par exemple, pour ce cas, c'est un rapport. D'accord? Vous avez les catégories, articles, section, article de journal, etc. Toutes les catégories ici. Donc là, rapport. Et vous cochez ici, vous avez les étoiles, ce que vous devez remplir en priorité. La priorité est donnée à ça. Mais si vous remplissez ce qui est en étoile rouge, c'est largement suffisant. Donc pour ce cas, par exemple, zone, virgule, Genève, titre, domaine, l'école Asfax, année 2014, maison d'édition, on va mettre Eno, ville, Tunis, ok. Bon, j'aurais dû aussi rajouter la catégorie du rapport, on va dire type de rapport, mémoire d'architecture. Ok. Donc, هنا ولات في الباز نتاعي معزول جمال fermé. Et là, dans mon corps de texte, par exemple, ici, bon, je vais simplement donner un exemple. Référence, insérer une citation. Et je peux chercher éventuellement Mazoun Jamais, Mazoun 2014. Vous voyez, il apparaît là. Ensuite, عندي أنا نمشي للريفérence نتاعي référence bibliographique. Alors, référence bibliographique, il suffit de mettre à jour et j'aurai Mazoun Gmail 2014, tout ce qu'il faut à partir de ma base de données. D'accord?
Aussi, ça va gérer les sources. Vous pouvez, au fur et à mesure, pour le cas de Marzoum, voilà, modifier. Vous pouvez rajouter commentaires. Dans le commentaire, vous pouvez mettre vos commentaires, les citations tirées de ce document. C'est une façon de gérer votre documentation. D'accord? Donc, la gestion bibliographique, elle a le même principe, on applique le même principe pour les tables de figures, pour les tables des tableaux. C'est-à-dire, ma base, elle a chanté comme document. Donc, pour vous, il suffit de mettre comme ça, mettre à jour. D'accord? Mais à l'origine, j'ai fait une insertion de la table de référence bibliographique. Ben, je continue, pas dans quelques détails, je suis obligée d'avancer. Mais avec le modèle, vous pouvez cliquer droite et mettre à jour. Mais si vous voulez faire votre document dès le départ, il faut retravailler. C'est des insertions qui m'ont fait table de tableau, table de figure, table des références bibliographiques. Une question, vas-y. Juste après, je vois. D'accord. Alors, je reviens. Alors, ben, pour récapituler l'ensemble, je vais vous donner ce tableau. Alors, ce tableau, bon, il résume toutes les manières. Mais du moment où vous allez utiliser Word avec les catégories, vous n'aurez pas besoin. Mais simplement pour votre information, pour APA. Dans le cas, peut-être pour vérifier si Word il a fait correctement son travail. Simplement. Le cas du livre, comment les éléments obligatoires, les éléments facultatifs. D'accord? Mais si vous remplissez correctement votre base de données, vous aurez une liste correcte. Ensuite, les références webographiques. Webographique, c'est nouveau. Du moment où on a 5 sources tirées du web, on peut éventuellement rajouter des références webographiques en plus des références bibliographiques. Et je peux vous donner des exemples. Donc voilà, sur le web, on écrit... généralement, le web, on n'utilise pas n'importe quelle référence, quel site. Il y a des sites fiables. Maintenant, Wikipédia, c'est à éviter, parce que c'est une encyclopédie populaire, je ne sais pas, évolutive, c'est à éviter. Elle peut vous indiquer, vous orienter des choses, mais à partir, une fois que vous avez détecté ces orientations, vous cherchez des sources plus fiables. D'accord? Les sources fiables, généralement, vous retrouvez les auteurs. Il y a les auteurs. Donc, vous mettez l'auteur, l'année généralement soit de la construction de site ou bien du document que vous allez trouver sur le web. Ensuite, le titre. Ensuite, vous mettez en ligne et vous mettez le lien. D'accord? Ensuite, pour les figures et les tableaux. Donc, là, je résume la norme APA, mais adaptée à nos besoins en disant, j'ai rajouté le nombre et l'échelle, parce que je trouve que c'est très important. Une figure doit comporter un certain nombre d'éléments. Une figure, ce n'est pas une image, ce n'est pas simplement une photo. Une photo, elle est composée de plusieurs informations. D'abord, l'illustration, la légende au besoin, ça dépend si la figure elle est une carte par exemple, un commentaire, une source, un titre. Et j'ai rajouté, là c'est APA, j'ai rajouté pour nous le nom pour les cartes et une échelle métrique et non pas numérique
métrique. Métrique, vu l'échelle du rapport, il nous faut une. Et si vous allez remarquer les livres, tous les livres, les manuscrits utilisent l'échelle métrique, l'échelle graphique. Graphique. On peut dire ça aussi. Numérique. Voilà, graphique. Métrique, voilà, graphique. Graphique, qui me raconte. Bon, elle n'est pas très lisible. Alors, donc, ici, on a la carte, une illustration, donc la zone d'illustration, la zone de la légende, un commentaire, et c'est facultatif au besoin, étant pas le commentaire, la source facultative, il se trouve que des fois, c'est votre travail, donc vous pouvez mentionner auteur dans le cas des photos, mais sinon, tous les documents produits par vous-même, par défaut, c'est l'auteur du rapport, sauf pour les photos. Photos, et photos généralement auteur ou photo personnelle généralement. Ensuite, le titre. Le titre, il est composé de deux parties. La zone figure avec son numéro et plus gras avec le titre en gras. Alors, pour des lecteurs, aussi bien des lecteurs pressés, des lecteurs de différentes disciplines, il y a des gens qui s'intéressent à un aspect pas à un autre. Et donc, les figures, c'est aussi une façon d'une lecture rapide. On peut lire tout votre manuscrit de façon très rapide, on peut lire un rapport même en un quart d'heure, à partir des figures. Et là, vous êtes appelé à donner cette occasion, ce confort aussi, de lire tout le rapport à partir simplement des figures, sans rentrer dans le corps du texte. Donc je lis les figures, et c'est pour ça, si les figures sont annotées, donc avec un petit commentaire, même si on reprend quelques idées du corps du texte, ça va aider le lecteur à accompagner cette lecture rapide et très agréable, en principe, si le travail est bien fait. Et donc, ces petits commentaires vont décrire, et on peut parcourir, même 10 minutes, tout le rapport. Et là, c'est une première lecture. Si le travail est bien fait, on aura le reste, et ça donne envie même de lire plus en détail. Et donc, voilà. Une deuxième façon, une figure peut être composée de deux petites illustrations, ou même trois. On peut avoir même toute une page de figures. Et donc là, on va rajouter des sous-titres A, B. Là, on n'a pas de légende, donc j'ai mis en gris clair. Pas de commentaire, c'est facultatif, mais c'est recommandé. Mais les sources, là on est obligé de mettre les sources. Là, Wikipédia, c'est recommandé, mais des fois on peut trouver une image. Une image, c'est pas très grave. Donc une date en ligne, etc. Voilà, B, la deuxième source, et on a le grand titre. Le grand titre, en gras, il est en gras, mais il est plus gras. Donc on a une certaine hiérarchie. Il est APA, c'est recommandé par cette norme. Donc finalement, comment on voit les choses? C'est l'information qu'on peut lire en premier et en deuxième. On peut voir l'illustration, et donc ce sont des informations complémentaires. Et c'est facultatif. Donc un tableau doit comporter les éléments suivants: titre, tableau, légende, besoin, note, commentaire plus source. Par contre, donc, vous avez vu que le titre de la figure, il est en dessous. Par contre, pour le cas du tableau, il est en dessus. Faux. Donc pour le tableau, on a le tableau, le titre, le faux, et en bas, la note. Et dans la note, on peut mettre une légende, on peut mettre des commentaires, et à la fin, on peut rajouter la source si le tableau il est pris d'un document. Donc, il est un exemple avec une légende. Pour les notes, donc les notes de bas de page servent à renvoyer à d'autres textes externes.
donc pas nécessairement des sources. Si je pars d'un texte, je développe encore, je peux mettre ça en bas de page, effectuer des citations complémentaires pour alléger le texte, développer une affirmation, nuancer une affirmation, signaler l'aide apportée par une tierce personne. Donc, c'est à partir d'une interview, une enquête, etc. Donc, je donne des précisions. Des conseils pratiques pour la rédaction. Dès le départ, il faut établir un plan préalable, différent du planning à titre indicatif. Donc, c'est pris du guide, c'est pour ça que je vais passer rapidement. Dès que vous disposez de suffisamment d'éléments, préparez le plan opérationnel de travail. Avant d'entamer la rédaction, établir un plan définitif de présentation du mémoire. Donc, même le plan de travail, on passe par des moments. On ne prépare pas le plan de travail dès le premier jet, donc on prépare, on planifie une esquisse de plan, ensuite on raffine et on peut établir à la fin le plan définitif. Alors les fichiers pour une bonne organisation sont très utiles pour vous permettre de retrouver les références, revenir à chaque fois aux sources. Il faut classer les informations sur des fichiers de lecture. Et donc pour moi, sur Word, c'est à partir de 2007, c'est l'avantage de voir accès à des références à partir d'une base de données. À mon sens, je vous conseille de mettre vos citations directement avec cette base de référence. Et comme ça, chaque document il sera additionné à toutes les citations, voilà, vos commentaires. Voilà. Mais par contre, là c'est pour les citations, voilà, les petites idées tirées d'un document, une revue, un livre, un article. Dans un deuxième temps, il faut travailler sur des fichiers. Et là, généralement, je recommande, par rapport à une thématique, tirer des mots-clés. Et chaque mot-clé, on peut ouvrir un fichier pour faire des essais, des recherches par rapport à ce mot-clé. Ce qu'on appelle des espaces d'activité, des activités, des idées, des photos qui sont en rapport à voilà, des images, des illustrations qui sont en rapport avec tel mot-clé. Un mot-clé, par rapport à un sujet, je ne sais pas, voilà, un concept, ouais. Qui vont vous servir certainement par la suite pour la rédaction. Donc, la rédaction, on ne commence pas dès le premier coup. La rédaction, il faut une base de données, une base de références, des citations, des activités par rapport à des aspects. Et du moment où, je ne sais pas, tel mot-clé, la reconversion par exemple, par rapport à la reconversion, comment la reconversion elle est définie par un tel, dans le dictionnaire. Déjà, je fais une collection d'informations qui sont référencées selon un tel. La définition à partir du petit Robert, il y a trois outils nécessaires pour la rédaction. C'est un dictionnaire, le petit Robert, Universalis et Encyclopédia, Encarta, l'encyclopédie Encarta, Universalis et le petit Robert. Et donc c'est pour être à l'aise, des sources indéfiniment. Donc je les repère, je mets mes définitions. Ensuite, en fonction de la thématique, en fonction du sujet, je cherche, si c'est un sujet de l'ordre de l'urbanisme, je peux consulter encore le dictionnaire de l'urbanisme, de François Chouet, des livres qui se rapportent avec telle thématique, etc. Et donc, mais en même temps, je collectionne des références, des illustrations, des photos, des images. Et petit à petit, je constitue des idées. Ensuite, je traite ces informations, je traite ces données, je traite ces données, ces informations. Voilà. Un fichier de travail donne
à la suite des résultats d'enquête, des relevés, des comptes rendus, d'activités, des photos, etc. Donc là, il faut choisir votre logiciel. Bon, vous n'avez pas beaucoup de choix, c'est Word. Établir le plan du mémoire, fixer la pagination des différentes parties, indexer les divisions principales du texte. Il faut envisager des parties, des sections et beaucoup de paragraphes, mais significatifs. C'est inutile de... Des fois, on se retrouve avec des 2-3 sous-titres qu'on pourrait être... qu'on peut les compiler. Donc chaque sous-titre doit nous renvoyer à une idée, à un titre significatif qui rentre dans la structuration du travail. Donc multiplier les paragraphes. Donc la multiplication des paragraphes, ça rentre aussi dans le confort de la lecture aussi. On peut zapper, on peut éviter de lire un paragraphe et aller vers un autre paragraphe et sans perdre le fil de lecture de tout le travail. Déjà, le titre va nous résumer le contenu de tout ce paragraphe. Éviter évidemment les phrases trop longues, éviter les abréviations. Si vous utilisez des abréviations, il y a la règle que je vous ai donnée. Donc, mentionnez en premier lieu plan d'aménagement urbain, parenthèse PAU. Et par la suite, vous pouvez utiliser le nom PAU, à condition, vous mettez ça dans la liste des acronymes au début du rapport. Utilisez les ponctuations pour rythmer le texte, définir les termes utilisés dans le corps du texte ou en note. Voilà. C'est ma bibliographie pour la préparation du travail. Bon, par rapport au temps, on a commencé un petit peu en retard. 10 heures pile. 10h10. Bon, j'ai envie de 10-5 minutes pour vous montrer le template. Bon, le template, c'est un modèle. C'est-à-dire, moi je trouve vous commencez à travailler dedans. Il va vous indiquer, donc la page de garde, le template, le norme d'architecture selon la norme APA, donc les remerciements. Dans le remerciement, bon, les graphismes, vous pouvez personnaliser, d'accord? Mais je vous donne, selon la norme APA, les différentes le respect des titres hiérarchiques, comment mettre une citation. La page de titre de chapitre, c'est une... elle est claire, chapitre 1, on peut même consacrer toute une page pour séparer les différents chapitres. Et là, vous pouvez évidemment personnaliser. On m'a posé la question de la personnalisation. Donc, c'est possible de personnaliser, mais dans un cadre un peu normalisé. Voilà, donc le chapitre avec un titre. Bon, astuce maison. L'astuce pour ce template, j'ai mis le chapitre en gris clair. Et donc, pourquoi? Parce que pour mon sommaire automatique, j'ai besoin que ça soit avec une numérotation continue. Par contre, pour la page de titre, comme ça, chapitre 2. Moi, chapitre 2, 2 points, etc. Donc, on a un effort de personnalisation, de sorte que le titre du sommaire automatique, il apparaît, et à la dernière minute, hop, je sélectionne et je mets tout en blanc. En blanc. Donc, voilà.
je sélectionne ou je le mets en blanc. Voilà, donc je bénéficie de l'avantage d'une numérotation continue pour le sommaire et j'ai la page de chapitre avec le graphisme personnalisé recherché. Bon, vous pouvez venir me voir pour voir ça plus en détail. Sinon, j'utilise les styles de titres. Donc, ce document précise les styles. Si vous êtes sur la rubrique, voilà, le titre 1.1, donc on est l'article comme le sommaire d'abord. Le sommaire qui est remerciement, résumé à phrase, sommaire, introduction générale. Donc, l'introduction générale, vous pouvez commencer par un petit texte introductif, plus la problématique, la méthodologie, le tout constitue l'introduction générale, le tout. D'accord? Ensuite, première partie, vous donnez un titre. Donc, c'est le titre du chapitre. Et là, si vous allez écrire, sur le niveau vous suivez les styles, on est à un chapitre, titre, titre 2, 1.1. معناتها نمشي انا للسومير مثلا نقول j'écris mon premier titre مثلا je sais pas situation مثلا d'accord situation le sous-titre je dis n'importe quoi hein, implantation. Et donc, on est chez le sommaire, je sélectionne mon sommaire, mettre à jour, voilà, situation, implantation. Donc, il apparaît, donc, je clique droite, donc il suffit de copier-coller, mais il faut faire très attention. Si j'ai envie de placer ça sur le cadre tel, il suffit d'aller à cœur et choisir le type de calque. Le type de calque, c'est le titre 2. Titre j'ai rajouté le sommaire tel, je clique droite, mettre à jour toute la table. Voilà, 1.3, le titre des adultes. D'accord? Donc, pour le style, à cœur, il suffit de respecter tout ce que vous rajoutez sur ce template, mettez-le d'abord sur le cadre normal. Si vous ramenez quelque chose d'un autre fichier, j'ai beau sur le cadre, le style normal. Sur le normal, on va le sur le cadre il occupe un niveau de titre, un titre ou un sous-titre, selon le niveau. Donc, j'ai mis 4 niveaux. Hein. Partie, chapitre, le premier titre, grand 1. Le fameux 4 avec les styles. Hein. Titre 1, 2, 3, 4 niveaux. Les tables des figures. Alors, j'ai un petit. Donc, deuxième partie, chapitre 1. À titre exemple d'une figure. Voilà. Maintenant, si j'ai envie insérer une deuxième figure, شفتوا كيفاش عملت référence, insérer une légende. Il s'agit d'une figure, donc je vais choisir 3, ok. Bien sûr, je vais travailler toute la zone de la figure, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Et je vais mettre ça en gras. Je rajoute le titre.
table des figures, je mets mettre à jour toute la table, voilà, figure 2, figure 3. D'accord? Bon, une heure et demie, malheureusement on a perdu une demi-heure, mais j'aurais dû vous montrer d'autres aspects, l'insertion. Mais le modèle, si vous respectez l'insertion en normal et la mise à jour de le modèle, il peut vous faciliter beaucoup de choses. Bon, quelques détails. Les en-têtes et les pieds de page, la numérotation. Alors, les pages de titre, sans numéro. D'accord? Bon, là, je me rappelle par insertion, sur Photoshop. Par contre, on est de préférence mettre les noms des chapitres, les en-têtes. Comme ça, si je suis sur le deuxième chapitre, le troisième chapitre, j'ai le nom du chapitre, la numéroté, plus le titre. Donc, je peux être situé facilement. Il faut simplement travailler avec les sauts de section.